Bonjour, je m'appelle François Armand, je vais vous présenter les travaux que l'on a réalisés sur l'analyse vidéo pour mieux mesurer les troubles du comportement. Ces travaux ont été faits à l'INRIA à Sophia Antipolis, donc c'est l'équipe qui est en bas à droite, et aussi à l'aide de l'équipe Coptech, qui est une équipe universitaire de l'Université de Nice. Et donc nous sommes tous les deux situés près de Nice. Donc, ces travaux consistent à mesurer objectivement les comportements humains en mesurant le nombre, la qualité des activités de la vie quotidienne, l'émotion des personnes, leur interaction les uns avec les autres, et aussi l'habitude alimentaire et mode de vie des personnes. Tout cela pour améliorer et optimiser la qualité de vie de personnes en général, mais plus spécifiquement sur des personnes qui ont des troubles du comportement. Donc, la méthode que l'on utilise pour faire ça, c'est qu'on construit des systèmes à base de vision et qui combinent d'autres capteurs, donc essentiellement des capteurs vidéo, où on utilise des algorithmes de machine learning, d'apprentissage profond, où on extrait les squelettes des personnes en 3D et on essaye de mesurer aussi l'expression faciale de ces personnes. Et à cela, on combine cette information avec des capteurs, par exemple, IoT, donc mélangés dans l'habitat, donc par exemple des capteurs mesurant l'humidité, ou alors des capteurs portés sur la personne, par exemple les accéléromètres, ou alors des capteurs qui mesurent les paramètres physiologiques de la personne, par exemple la respiration, le rythme cardiaque. Et puis, on a inclus plein d'autres capteurs, par exemple l'audio pour le traitement de la parole. Et deuxième chose aussi qu'on fait, c'est qu'on incorpore à ce traitement bas niveau de la connaissance sur les comportements humains. Donc, cette connaissance est soit prédéfinie par des experts, par exemple ici des experts médicaux, mais aussi par l'ensemble des données collectées sur un domaine d'application. Et par le traitement de ces données, on arrive à extraire ces connaissances sur le comportement. Donc, les enjeux scientifiques sont de deux ordres. Tout d'abord, la robustesse des traitements. Donc, on s'intéresse à pouvoir reconnaître les activités humaines sur des durées longues, de plusieurs minutes, voire à des jours, voire des mois. Et puis, à prendre en compte des scénarios du monde réel, pas que dans le laboratoire, et de pouvoir faire ces traitements en temps réel pour donner une réponse rapide à l'utilisateur. La deuxième catégorie de défis scientifiques, c'est le fossé sémantique, c'est-à-dire qu'on a en entrée un signal brut, comme des pixels, et il s'agit d'extraire de l'information, c'est-à-dire des personnes, leur suivi à travers le temps, et puis après, même de la sémantique, quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs émotions. Et tout ça, il s'agit de gérer l'incertitude à travers toute cette abstraction des données. Et donc, la difficulté, c'est de gérer les interactions complexes entre les différentes personnes, entre les personnes et leur environnement. Et puis aussi d'avoir des expressions, des informations riches, par exemple sur les expressions faciales, et puis sur les relations spatio-temporelles entre les différents objets, personnes intervenant dans ces scénarios. Donc, nous appliquons ces traitements, ces approches à deux domaines applicatifs, la sécurité et protection des personnes, et aussi à la santé. Et c'est sur cette deuxième partie, la santé, que je vais vous présenter nos travaux, et en particulier ceux réalisés à travers l'équipe Coptech sur le trouble du comportement. Donc pour ça, on a conçu une plateforme qui prend en entrée des vidéos, qui détecte à travers le flux vidéo des pixels en mouvement, qui arrive à les rassembler pour classer des objets d'intérêt, par exemple des personnes, des chats ou autres. On suit après ces objets à travers la vidéo, on reconnaît leur posture. Et après, on combine les événements qu'on arrive à reconnaître à travers le flux vidéo, avec d'autres traitements de capteurs, par exemple des capteurs portés sur la personne. Et lorsqu'on détecte des scénarios d'intérêt, ça peut par exemple être une chute,
ou alors une crise d'angoisse, eh ben, on envoie un signal à l'utilisateur qui peut être du personnel médical ou des voisins ou la famille. Et si les activités ne sont pas urgentes, on les stocke dans une base de données pour les traiter ultérieurement, pour voir s'il y a des déviations par rapport à la moyenne des comportements attendus. Donc, dans ce cadre d'analyse des comportements, donc, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer les troubles neurocognitifs. Donc, sur ce graphique, vous avez en abscisse l'âge des personnes, en ordonnée leur fonction cognitive, et la courbe verte correspond à la courbe d'un vieillissement normal, donc où il y a un léger décroît des fonctions cognitives avec le temps. Donc, la courbe rouge, c'est la courbe pathologique, c'est quand on a des problèmes neurocognitifs importants. Et donc, il y a des façons de récupérer des fonctions cognitives. Donc, c'est la courbe orange. Donc, toute la difficulté, c'est de détecter à temps cette dégradation des troubles cognitifs et après de fournir des traitements pour pouvoir récupérer un ensemble de fonctions cognitives. Donc, il y a deux parties, la partie évaluation et la partie stimulation, intervention pour récupérer ces fonctions cognitives. Donc, dans ce cadre-là, on a fait pas mal de projets. Donc, la première chose à faire, c'est de détecter les personnes, de les suivre. Donc, ça peut être dans un EHPAD, mais ça peut être aussi dans la rue. Donc, ici, à travers cette vidéo, on voit à peu près la qualité de la détection du suivi qu'on peut avoir dans notre époque. Donc, les personnes en premier plan, quand les carrés sont de la même couleur, ben, ça veut dire qu'on arrive à suivre, à bien détecter et suivre les personnes. Donc, en premier temps, dans le premier plan, ça marche bien. Et c'est vrai que dans le fond de l'image, on voit qu'il y a détection des personnes qui ne sont pas bien détectées. Et puis, les couleurs se mélangent, c'est-à-dire que l'identité des personnes se mélange. Donc, ça, mais on arrive quand même à pouvoir utiliser cette technique pour suivre les personnes du premier plan. Donc, une fois qu'on détecte sur les personnes, on essaie de reconnaître leur comportement. Donc, en haut, ce sont ce qui est fait en général dans la communauté en vision par ordinateur. Donc, on s'intéresse à des vidéos de films, des vidéos de sport, des vidéos du web. Donc là, ça paraît très compliqué, mais comme les scénarios sont très différents, le mouvement permet de discriminer ces différentes actions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des activités de la vie quotidienne. Donc, c'est ce qu'on voit en bas. Donc là-dessus, les comportements sont plus subtils. C'est faire la vaisselle, préparer le repas, manger. Et là-dessus, ça se passe dans le même environnement. Donc, on est obligé d'entraîner des traitements qui vont se focaliser sur une partie de l'activité, par exemple les mains, le visage, pour pouvoir différencier l'activité de l'autre. Et en plus, là, il ne s'agit pas simplement de discriminer une activité, mais aussi de reconnaître si elle a été réalisée de façon normale ou si elle caractérise un trouble cognitif. Donc pour cela, on a développé différentes architectures basées sur le deep learning, l'apprentissage profond. Donc là, en entrée, vous voyez une vidéo qui est traitée dans trois façons différentes. D'abord, on extrait le squelette humain, donc les joints, les articulations 2D ou 3D qui sont traités par un LSTM. Ou alors, on focalise sur les différentes parties du corps humain, par exemple les mains, le haut du torse, les jambes. Et là, on va le traiter avec un réseau convolutionnel, ou alors on va extraire le mouvement de la personne et là, on va le traiter d'une autre façon. On va combiner toutes ces différentes techniques pour pouvoir reconnaître correctement les activités. Donc ça, ce sont des vieilles techniques, mais qui montrent à peu près la façon dont on peut gérer les différentes modalités de l'analyse vidéo, soit le squelette, soit les parties du corps humain, soit le mouvement. Donc, ce qui nous manque pour pouvoir entraîner ce genre de modèle, c'est des bases de données. Donc ici, on a collecté une base qui s'appelle Toyota sur les activités de la vie quotidienne à la maison. C'est pour un robot d'assistance qui puisse venir intervenir auprès des personnes âgées. Donc, on a enregistré tout un ensemble de situations. Donc, par exemple, ici, au niveau du petit déjeuner, comment couper le pain, comment étaler le beurre, mettre du jambon ou manger à table.
aussi pour faire la cuisine, pour nettoyer la vaisselle. Donc là, on a tout un ensemble de vidéos. On a plus de 500 vidéos de 20 à 40 minutes. Et donc là-dessus, qui décrivent tout un ensemble de comportements. Et l'idée, c'est de pouvoir bien analyser, reconnaître ces différentes activités. Donc, par exemple, ici, dans cette vidéo, on détecte le squelette de la personne. On voit que la personne se baisse, ouvre le tiroir et saisit la poudre pour préparer le café. Donc là, le système reconnaît faire du café. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pas mal de vidéos qui ont été annotées faire du café où la personne se baisse et récupère cette poudre pour préparer le café. Donc là, on voit qu'elle verse de l'eau dans le pichet, ce que reconnaît l'ordinateur, et ainsi, il comprend que la personne est en train de préparer le café. Et donc, ainsi, on peut voir si elle le prépare correctement ou si elle a besoin d'aide, par exemple, si elle oublie une partie de l'opération pour pouvoir prendre son café correctement. Donc, ça, c'est appliqué à des personnes saines, volontaires, qui ont accepté d'être enregistrées pour faire notre base de données. Et après, à partir de ces données-là, on les applique à des personnes soit saines, soit qui ont des troubles cognitifs légers à l'hôpital. Donc, ça, c'est à l'Institut Claude Pompidou à Nice. Donc, la première tâche qu'on leur demande de faire, c'est ce qu'on appelle la double tâche cognitive. On demande aux personnes de marcher 5-8 mètres une première fois, et puis une deuxième fois en comptant à l'envers. Donc, ça mobilise la mémoire, ça mobilise le cerveau de façon différente. Et donc, pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est une tâche qui est compliquée. Et donc, la personne, après, elle va en consultation chez le médecin, et en fonction des performances qu'elle a réalisées lors de ces exercices, ben, le médecin peut déjà poser les bonnes questions. Donc, pour que ça soit plus complet, on demande à la personne de faire un ensemble de tâches qu'elle fait à la maison. Par exemple, ici, téléphoner, ou alors remplir un chèque, arroser une plante, préparer le café ou préparer son pilulier. Et donc, pour chacune de ces actions, on mesure avec quelle facilité, avec quelle rapidité la personne accomplit cette tâche. Et donc après, quand la personne va voir son médecin pour la consultation, on va sur la partie gauche, ce sont toutes les performances que la personne a réalisées, par exemple, pour préparer sa boisson, pour parler au téléphone, pour lire un document, pour préparer le pilulier. Et donc, on la compare à 3 cohortes, une cohorte de personnes saines, une cohorte de personnes qui ont des troubles cognitifs légers et une autre cohorte qui ont des troubles de démence, par exemple Alzheimer. Et donc, de suite, le médecin sait quelles sont les limites ou les points forts et les points faibles de la personne et peut donc lui proposer des ateliers mémoire qui lui correspondent le mieux. Donc, on ne fait pas simplement les activités en général, mais on essaye aussi de regarder les émotions, les expressions faciales. Donc là, cette personne saine est en train de raconter une histoire positive et après une histoire négative. Et là-dessus, on mesure la différence en termes d'émotions qu'elle peut avoir. Donc dans ce traitement, on mesure le regard, la position de la tête et le regard à partir des yeux. Et donc en bas à gauche, on mesure justement, donc le point, c'est les yeux, et la barre, c'est la position de la tête. Donc, on peut voir ce qu'elle regarde pendant qu'elle raconte son histoire. En haut à droite, c'est balance et arousal. Donc, la balance, c'est plutôt si les expressions sont positives ou négatives. Donc, là, c'est entre les deux. Arousal, c'est la force de ces expressions. Donc, là, c'est un peu plus que la moyenne. Et en bas à droite, ce sont les actions action units, c'est-à-dire ce sont les actions basiques sur le visage qui permettent de reconnaître le type d'émotion, par exemple la surprise, la joie ou la tristesse. Voilà, donc à partir de ça, on arrive à comprendre l'émotion de la personne et faire la différence entre une personne qui arrive à exprimer ses émotions et celle qui a plus de mal. Donc après, pour regarder par exemple au niveau du regard, donc là ce sont 2 psychologues, donc c'est dans une étude pour mesurer la schizophrénie, l'interaction sociale au niveau de la schizophrénie. Donc là on va mesurer le regard conjoint des personnes.
Donc là, on fait de la même chose, on regarde le positionnement de la tête et la position des yeux. Et le point vert correspond à là où se pose le regard sur chacune des deux vidéos. Donc les deux personnes se font face. Et donc là, on utilise un instrument spécial pour mesurer le regard, c'est le point vert. Et l'idée, c'est de se passer de cet instrument spécial pour pouvoir le faire juste à partir de la vidéo, ce qui est plus facile à installer pour la plupart des thérapeutes avec lesquels on fait nos expérimentations. Donc, on peut voir que les personnes, là, ce sont deux personnes saines, hein, donc elles se regardent régulièrement quand elles discutent entre les yeux, surtout lorsque la personne écoute. Dans le cas de la schizophrénie, la personne qui écoute, des fois, ne regarde pas la personne qui parle et regarde quand elle est gênée sur le côté ou dans différents endroits. Et donc, ce qui est caractéristique de ce trouble du comportement. Donc ça, c'est le regard. Donc on l'a appliqué donc à l'adulte, mais aussi chez l'enfant dans le cas de l'autisme. Donc c'est assez difficile d'avoir une mesure objective des troubles de l'autisme, et en particulier à propos des interactions sociales. Donc pendant l'évaluation à l'hôpital, l'enfant interagit avec le thérapeute, et l'idée, c'était de mesurer de façon objective les différentes interactions que peuvent avoir l'enfant et le thérapeute, et grâce à ça, d'avoir une meilleure mesure au cours du temps des troubles autistiques que peuvent avoir l'enfant. Donc ça, c'est important pour les médecins pour les aider à un diagnostic plus objectif, mais aussi en vision par ordinateur pour avoir des traitements qui sont plus fins, qui permettent de mesurer en particulier la gestuelle des enfants. Donc, par exemple, ce qu'on mesure ici, c'est les stéréotypies, donc le battement avec les mains, hein, qui est typique d'une interaction où l'enfant est stressé quand il interagit avec le thérapeute. Là, c'est un des jeux qui sont demandés à faire à l'enfant, c'était le goûter d'anniversaire. Et là-dessus, ce qu'on regarde, c'est s'il y a une coopération avec le thérapeute. Est-ce qu'il regarde le thérapeute ou est-ce qu'il fait son goûter tout seul? Enfin, il y a d'autres gestes, postures que l'on regarde. Par exemple, c'est le balancement sur la chaise. Donc, à partir de toutes ces mesures, on arrive à mieux mesurer l'évolution des troubles cognitifs au cours du temps. Donc ça, c'est un projet qui commence. Alors, le problème pour bien entraîner nos données, donc on a besoin de données. Pour entraîner nos modèles, on a besoin de données. Alors, le problème des données, c'est qu'on a beaucoup de données avec nos étudiants, avec des adultes relativement jeunes, mais on en a peu sur les enfants et peu sur les adultes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir générer un ensemble de vidéos pour pouvoir entraîner nos modèles. Donc, comment générer des vidéos? Donc là, on a développé une plateforme pour pouvoir générer ces vidéos qui est composée de deux modules, un générateur de vidéos et un discriminateur de vidéos qui dit si la vidéo elle est réaliste ou pas réaliste. Donc, la vidéo générée est générée à partir de deux choses, à partir de son apparence et du mouvement. Donc, du mouvement, pour chacun des frames, on va générer un, un code qui va coder, en fin de compte, le type de mouvement que l'on souhaite avoir dans cette vidéo. Et donc, après, on combine le code de l'apparence au code du mouvement. Et grâce à ce générateur, on arrive à générer une vidéo. Et donc, le discriminateur va discriminer pour voir si, au niveau de l'apparence de la vidéo générée correspond à un visage et véritablement une personne humaine. Et puis, au niveau du mouvement, si ce mouvement est réaliste. Donc, grâce à ça, on peut générer toute une grande variété de vidéos, par exemple ici, de visages que l'on peut utiliser après pour entraîner nos modèles. Donc, ici, sur cette vidéo, sur chaque rangée, on a le même mouvement. Donc, pour la personne en haut, on va modifier son apparence de façon linéaire pour, par exemple, ici, la rajeunir. Donc, c'est toujours le même style de personne, mais avec le paramètre âge qu'on fait modifier. Par contre, le mouvement, vous voyez, reste le même. Donc, c'est pratique puisque on peut apprendre le mouvement de personnes jeunes
et générer des vidéos de personnes plus âgées. Et grâce à ça, entraîner les modèles pour pouvoir reconnaître ce type d'expression faciale pour des personnes âgées. On peut le faire aussi pour des enfants. Donc, grâce à ça, on peut entraîner nos modèles pour différents types de populations. Là, ici, pour améliorer la résolution, puisque la résolution, elle était assez limitée. Hein. On est limité par 128 par 120, des images de 128 par 128 pixels. Donc ici, on fait une méthode différente à partir de Warpy et qui utilise la même idée de décomposition de l'apparence et du mouvement. Donc là, on a l'étudiant qui va mimer une vidéo et à partir d'une seule image, on va générer le même mouvement que a mimé cette personne. Voilà, donc là, la personne, c'est un étudiant chinois, il mime une chanson chinoise, et donc là, les quatre personnes miment, on les fait rejouer la même chanson. Donc grâce à ça, on a des vidéos plus réalistes, plus résolues pour entraîner nos modèles. Voilà, donc le dernier point pour pouvoir entraîner nos modèles, c'est qu'on a besoin de suffisamment de GPU, puisque ce sont des traitements qui sont très demandeurs de traitement intensif. Donc là-dessus, on a eu 3 projets utilisant Jean-Zé. Donc le premier pour la détection et le suivi de personnes conjointes. Donc dans ce cadre-là, une expérimentation, ça durait 24 heures et mobilisait 8 GPU V100. Donc, nous, ici, à Energia Sofia, notre cluster de GPU, on n'a que 2 V100 et donc on ne peut pas réaliser ce style d'opération qui demande énormément, non seulement en traitement, mais aussi en mémoire locale. Le deuxième projet, on a utilisé, j'en sais, c'est sur la classification des crises d'épilepsie. Donc là aussi, on utilisait des modèles très gourmands en traitement, en particulier les transformers et des méthodes d'apprentissage en auto-supervisé. Et donc là-dessus, l'étudiant avait besoin de 6 nœuds de 8 GPU, c'est-à-dire 48 GPU V100. Et donc, chaque expérimentation sur ces 6 nœuds prenait 14 heures. Et enfin, pour le dernier projet que je vous ai montré sur la génération de vidéos, là, on avait besoin de 4 GPU V100 et une expérimentation durait 48 heures. Alors, pour pouvoir bien trouver les hyperparamètres de nos modèles, eh ben, on a besoin à peu près plus d'une cinquantaine d'expérimentations. Heureusement, on peut le faire par groupe de 4 GPU en parallèle. Et donc, ça réduit, donc c'est des traitements qui demandent plus de 2500 heures pour faire ce type d'expérimentation. Et donc, on réduit par moitié en utilisant Jean-Zé grâce au transfert de données qui est optimisé sur ce type de machine. Alors, comment? Donc, en plus, on n'a pas suffisamment de GPU V100 en local, mais en plus, ici, ce qui est intéressant, c'est le transfert des données qui a été optimisé. Donc, grâce à ces données, grâce à ces puissances de calcul, on arrive à entraîner nos modèles pour pouvoir reconnaître les différents types de pathologies, les différents troubles du comportement. Donc, en conclusion, ces types de techniques permettent de monitorer les personnes qui ont des troubles cognitifs, permettre aux médecins de mieux évaluer là où en est son patient et en plus de lui proposer un contrôle régulier avec donc des interventions pour leur permettre de récupérer des fonctions cognitives. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ces systèmes commencent à fonctionner, mais qu'il reste encore pas mal de points en termes de recherche à avancer. En particulier, la qualité de la détection dépend du point de vue de la caméra. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un traitement qui soit indépendant de ce point de vue. Pour l'instant, pour la modélisation, on a besoin d'annotation, d'annoter ces vidéos, ce qui est très coûteux. Donc, on regarde des méthodes non supervisées.
Et puis enfin, on essaye d'avoir des, des détections plus fines, hein, pas simplement globalement du corps, hein, mais aussi au niveau de la tête, du visage, de la posture de la personne, de ses gestes. Et puis, comme je disais, ce n'est pas simplement de reconnaître le geste, mais de savoir quand il est fait de façon correcte ou pas. Et ça nous permettra de mieux comprendre les émotions, l'état mentaux du patient et ainsi ses intentions pour pouvoir mieux l'aider. Donc là-dessus, une piste, c'est de combiner différents types de modalités, pas simplement la vidéo, mais audio et capteur physiologique, pour avoir une meilleure qualité d'analyse de ces troubles. Donc, avant de passer à la pause café qui va durer une petite demi-heure, j'ai deux questions au sujet de la présentation. Donc, la première, c'est donc on voit que c'est quand même une analyse assez aboutie du corps et des mouvements, etc. Donc, ça fait penser un petit peu au langage corporel. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une articulation entre le langage corporel et le langage verbal pour faire un petit peu le pont avec la présentation précédente? Euh, oui, tout à fait, hein. Dans beaucoup de nos expérimentations, donc, on étudie les interactions entre patients et médecins. Et donc là-dessus, par exemple, pour la schizophrénie, le langage est essentiel puisque c'est souvent quand il y a rupture dans le discours que on s'aperçoit que le patient est gêné et stressé à certaines émotions qui l'empêchent de continuer de façon fluide la conversation. Et donc là-dessus, on regarde, nous, au niveau de la gestuelle, hein, par exemple, là où il regarde, là où il pose ses mains, comment comment il interagit avec le praticien. Et donc là, on voit qu'il y a pas mal de corrélations entre les deux. Donc, audio et vidéo vont bien ensemble. Et aussi, on utilise d'autres capteurs, par exemple les capteurs physiologiques, pour avoir une meilleure précision à partir des émotions, puisque les émotions, ça reste quelque chose de très subjectif et difficile à caractériser dans leur nuances. Le capteur physiologique nous aide pas mal là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Et donc, la deuxième question, donc on voit qu'il y a quand même une problématique assez particulière au niveau des données. Donc, on a besoin de générer des données, etc. Et en même temps, on parle d'apprentissage non supervisé. Donc, la question, c'est l'apprentissage non supervisé, est-ce que c'est déjà une réalité dans l'analyse gestuelle ou est-ce que c'est la nouvelle frontière, ce vers quoi on veut tendre? Alors, dans nos domaines, il y a plusieurs niveaux d'analyse, hein. Donc, tout ce qui est bas niveau, effectivement, on peut le faire en non supervisé en mettant des méthodes de self-supervised learning, d'auto-apprentissage. Par exemple, on note des images et on essaie de reconstruire la vidéo. Donc, ça permet d'avoir des features qui sont informatifs. Alors, par contre, ça ne nous permet pas d'avoir la classe d'activité, le début, la fin des activités. Donc, dans le monde de la reconnaissance d'activité, il y a deux niveaux. Il y a la classification d'une vidéo en termes d'activité. Et après, donc ça, c'est plus simple. On dit juste quel est le label de la vidéo. Et puis après, il y a sur des longues vidéos, par exemple, qui durent 20 minutes, quelles sont les actions qui sont dans cette vidéo, quand elles commencent, quand elles finissent. Et donc ça reste difficile. Donc pour ces deux tâches, le mode supervisé est le seul vraiment qui permet d'avoir des résultats intéressants. Et même en mode supervisé, on n'a pas des résultats encore très forts. Mais c'est pour ça qu'on combine toutes les techniques, que le squelette 3D, les facial landmarks, ça, on peut les obtenir en non supervisé. C'est assez caractéristique des êtres humains. Et pour après avoir de l'information sémantique, pour l'instant, on a encore besoin de labels.